On va maintenant essayer de garder un petit temps pour vos questions à vous dans la salle. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur cette estrade. Merci. Et donc gardez ce petit temps d'échange avant que Bernard-Henri Lévy conclue cette soirée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que des micros peuvent circuler, si j'ai bien compris. Bonsoir. Éric Marie de l'Union populaire républicaine, la résistance française, ceux qui pensent qu'il va falloir sortir de l'Union européenne par l'article 50 rapidement et que cette construction n'a pas d'avenir. Alors, une première question, est-ce que dans une démocratie au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir des sujets tabous? Deuxième question, pourquoi il n'y a aucun neurosceptique sur ce plateau pour débattre avec vous? Bernard-Henri Lévy. Parce que ce n'est pas... On peut débattre ailleurs et je crois que chacun de ceux qui sont ici ont l'habitude de débattre. Mais ce soir, ce n'était pas un débat. Ce soir, c'était un rendez-vous. C'était un premier rendez-vous qui sera suivi d'autres. Et les prochains ne seront pas des rendez-vous sur invitation comme ce soir, ce seront des rendez-vous populaires à l'initiative d'Arte. Mais c'était un rendez-vous que se sont donnés des femmes et hommes qui pensent que sortir de l'Europe serait davantage de misère, davantage de chômage, davantage de malheur, davantage de chaos, et qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme. La réunion de ce soir, elle est le fruit d'un texte qui est paru dans le journal Le Monde, dans Le País, dans le Corriere della Sera, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans l'Expressen, dans l'Aftenposten de Oslo, d'intellectuels européens inquiets de voir cette belle chimère européenne, qui a été une si forte et grande utopie, en train de se banaliser et peut-être de s'effondrer. J'étais très frappé en écoutant les deux jeunes filles qui sont venues nous rejoindre tout à l'heure. J'étais frappé essentiellement par la pertinence de leurs questions et par leur bilinguisme absolu. Elles nous ont dit qu'elles étaient espagnoles, elles parlaient français comme Julia, Émilie ou moi-même. Donc ce sont des Européennes nées. Ce sont des Européennes nées. L'Europe est vraisemblablement, si j'en crois ce que j'ai entendu, l'air qu'elles ont respiré, leur lieu natal. Elles n'ont pas eu besoin de devenir européennes, elles l'ont été d'emblée. Et en même temps, c'est précisément cela, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce n'était pas l'histoire de la jeunesse contre les moins jeunes. Je ne crois pas que la politique se joue en termes de génération. Picasso disait, mon cher Umberto, qu'il lui avait fallu, à 80 ans et quelques, qu'il lui avait fallu très longtemps pour devenir jeune. Et quand je pense, moi, aujourd'hui, aux jeunes intellectuels allemands de la scène allemande, les premiers noms qui me viennent à l'esprit, des jeunes intellectuels allemands, turbulents, révoltés, toujours prêts à s'insurger, toujours prêts à manifester leur solidarité. Les deux plus jeunes que je trouve, il n'y a pas plus jeunes. C'est Hans-Christoph Buch et Peter Schneider. Et ça fait 35 ans que ça dure. Donc, ce n'est pas une histoire de jeunesse, tout ça. Mais en revanche, le problème qui est beaucoup plus symptomatique, c'est que probablement que quand on est un Européen né, on a oublié la fragilité de l'Europe. On a oublié que l'Europe n'est pas cet état de choses, cet état de fait dont je parlais tout à l'heure en commençant. On a oublié que l'Europe est une bagarre, est un combat, est quelque chose comme la démocratie qui n'est jamais achevée, qui est toujours sur le point
de sombrer dans le néant. Et ça, c'est ce qui m'a frappé, mesdemoiselles, je regrette que vous ne soyez plus là d'ailleurs, mais c'est ce qui m'a frappé. C'est à la fois l'évidence de votre être européen et en même temps, probablement, le fait, je ne suis pas sûr que vous mesuriez, je ne sais pas où vous êtes, là, voilà, je ne suis pas sûr que vous mesuriez que cette Europe qui est pour vous une telle évidence, elle est peut-être en train de s'effondrer. Si les néo-nazis l'emportent vraiment en Hongrie, si on continue de traiter les Grecs comme des chiens, alors qu'ils sont le berceau de la civilisation européenne, si Berlusconi revient au pouvoir après avoir dit qu'il n'y avait pas que du mauvais chez Mussolini, si en France même on continue de faire comme si on continue de jouer l'Europe honteuse. Si en Lettonie, on continue à faire tous les ans le grand hommage au Waffen-SS sans Bien que sûr. personne ne trouve à y redire Absolument. au niveau de l'Union. Absolument. Carrément. Absolument. C'est un Eh bien, scandale chaque année, tous les 15 mars. mais mon cher ami, il y a 10 ans, il y a eu une grande affaire en France. La mairie de Paris a proposé à un artiste antisémite de créer un monument, il y a 10 ou 12 ans, je ne sais plus comment il s'appelait, de créer un monument à la mémoire, en hommage à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a eu une mobilisation citoyenne pour l'empêcher, au nom précisément des valeurs si difficilement acquises de l'Europe. Donc, tout ça, c'est ce dont je veux parler quand je parle de cette hantise qui doit habiter les futurs bâtisseurs de l'Europe. Et je me souviens, Excusez-moi, et mais ce sera mon dernier mot, sans vouloir jouer le trublion, juste vous avez parlé de bagarre. Ça fait 60 ans qu'on subit la propagande européiste sans pouvoir justement se bagarrer. Il n'y a personne qui a pu venir depuis le PCF en fait dans les années 50 sur un plateau télé pour à un moment donner le là de ceux qui sont contre la construction européenne et qui la refusent. Alors, mais juste écoute, pour finir, et vraiment je vais lâcher le micro parce que je ne suis pas là pour poser des problèmes, vous m'avez dit que très prochainement vous accepterez les débats. Est-ce que vous seriez prêt à accepter devant ce public une rencontre avec François Asselineau et de débattre vous-même avec François Asselineau, qui est peut-être le meilleur eurosceptique aujourd'hui en France et en Europe? Premièrement, il est inexact qu'on n'entende pas les adversaires de l'Europe. On les entend sans cesse. Guignol, c'est pas la peine. Chaque fois que Marine Le Pen prend la Et parole, Marine Le Pen n'est pas contre l'Europe, monsieur, elle n'est pas pour en mais sortir. bien entendu, elle Mais est non, fondamentalement pas du tout. anti-européenne. Elle en mange. Et ce qui me chagrine le plus, c'est même pas qu'on entende si souvent et même assez constamment les adversaires de l'Europe, c'est que les partisans de l'Europe soient si timides. Je me rappelle au moment du vote en France, pour la Constitution européenne, pour le oui ou pour le non, ce oui qu'il a emporté à une si faible majorité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qui votaient non, en France, Ailleurs, on n'a pas demandé, et partout où on a demandé, c'était non. Il n'y a personne qui a voté oui. oui, Hollande, ceux qui votaient non, avaient un non assertorique, catégorique, argumenté. Ceux qui votaient oui avaient un oui timide, à peine affirmé. Et le discours des partisans du oui n'était jamais de dire on va construire un objet politique nouveau, une chimère absolue, qui va mener les peuples vers une paix, une prospérité nouvelle. Barroso le l'a fait discours des dernièrement. partisans de l'Europe était Il de a dit dire la construction européenne est le premier empire non impérial qui a été construit. Allez, on va. Donc- L'idée n'est pas que s'instaure Donc, là. je termine ma phrase. Le discours des partisans de l'Europe était un discours qui consistait à dire que c'était bon pour leur propre nation. Allez, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, restons calmes, continuons cette discussion. Vous vouliez intervenir, on va vous redonner un micro. Voilà. Et puis ensuite, on va prendre une dernière question et on laissera Bernard-Henri Lévy conclure cette soirée.